Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau Dragon Mag. Après avoir profité d'un peu de repos sur le plan des compétitions officielles, Metz Handball a retrouvé la Ligue Butagaz Énergie avec la rencontre face à la Stella Saint-Maur mercredi. Un moyen de remettre la machine en route avant un déplacement en demi-finale de Coupe de France. Ce sera samedi face à Brest. Avant cela, les playoffs de Champions League rendaient leur verdict. Accumulez ces trois actus et vous tenez le sommaire du jour que je vais développer avec nos invités du jour, un duo de Samuel et un duo de préparateurs physiques, Samuel Breton et Samuel Mani. Bienvenue messieurs. Merci beaucoup. Merci. Et on va évoquer bien sûr votre rôle, vous êtes tous les deux préparateurs, toi Samuel. Alors ça va être dur, Samuel et Samuel. Toi Samuel Breton, depuis cette saison tu as pris le relais de Nicolas Jarza avec l'équipe première. Et toi Samuel, on te voit pas mal avec l'équipe de National 1 féminine, avec le centre de formation également. Et tu as aussi un petit rôle à côté de ça, tu fais aussi assistant coach. Donc c'est quelque chose de complet. Tu nous diras si Nina Canto la semaine dernière a dit des bêtises sur ce plateau. Elle était parfaite, je lui ai déjà dit. En tout cas voilà, on va revenir sur tout ça. Mais on va aussi le faire avec un de nos chroniqueurs, bien sûr. Chaque semaine il est présent ou presque. C'est Arthur Carmier de l'Amisport. Ça va Arthur ? Salut Mathieu, ça va très bien ce vendredi 4 avril. Je suis très content d'être là en cette date, c'est l'anniversaire de ma chérie. Je te promets, je regarde la caméra, elle est là. Je rentre très vite, je sais que c'est bientôt l'heure du dîner d'anniversaire. J'espère que le restaurant est réservé, que tout est ok. Tout est carré normalement. Bon, on va pas évoquer ça dans l'émission, mais en tout cas on passe quand même à la première mi-temps. Et les playoffs de Champions League ont rendu leur verdict. La semaine passée, nous évoquions la défaite de Brest à Koprivnica et les attentes qui pesaient sur le match retour. Eh bien, la Brest Arena, le BBH, a été bien plus convaincant pour signer une qualification autoritaire. Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé ? Qualification somme toute logique, alors c'est pas du tout pour fanfaronner, mais dans ce type de confrontation on pouvait présupposer que le premier match à l'aller pourrait être plus compliqué. C'est peut-être la chance de l'équipe qui est un ton en dessous sur le papier, à savoir cette équipe de Podravka a pu embêter Brest et signer une victoire de prestige, mais sur un match retour comme cela à Brest avec le public brestois, un très long déplacement, avec une équipe qui avait aussi, je pense, une motivation supplémentaire parce qu'elle avait pas forcément fait tout ce qu'il fallait faire pour se rendre son quart de finale aller facile. On constate que la différence qui existe sur le papier, ça veut rien dire sur le papier tant qu'on l'a pas mis sur le terrain. Ça s'est retranscrit sur le terrain avec une belle partie retour et on va avoir un beau quart de finale de Ligue des Champions franco-français. S'il y a une personne sur ce plateau qui doit avoir un avis sur la Bretagne, c'est Samuel Breton. Samuel, qu'est-ce que tu as pensé ? Alors, je ne vais pas dire de retournement de situation, mais en tout cas de l'intensité qu'a pu mettre Brest dans sa salle pour renverser une équipe qui avait su créer des problèmes. C'est une équipe qui n'a pas lésiné sur le travail physique, je pense. Je ne sais pas de ce qu'il en est sur l'aspect physique, mais en tout cas, c'était déjà une surprise peut-être que Brest ne réussisse pas à s'imposer à Vegeta. Maintenant, connaissant un peu la structure et voyant ça d'un peu de loin, je me doutais qu'il y aurait une réaction également. On a tous espéré peut-être que Vegeta pousse un peu le match plus loin. Et ça n'a pas été le cas. Il me semble qu'à la mi-temps, il y avait déjà 10 buts d'écart. Donc Brest a fait l'effort de peut-être relever les standards pour être au niveau de cette compétition. Et c'est pas une surprise de les retrouver au prochain tour, quoi. Emmanuel Menad, lui aussi, il avait un avis en conférence de presse il y a quelques jours. Il est revenu sur ce qu'il avait dit, notamment avant les oppositions. Pour rappel, il avait estimé que Brest écraserait Koprivnica sur ses rencontres. Il n'a pas eu totalement faux, on l'écoute. Ouais, j'avais une chance sur deux quand j'ai prédit l'adversaire. Oui, on se l'imaginait. Quand on en a parlé avec le staff, au sortir du match aller, qu'on avait regardé de suite, décortiqué, on s'imaginait bien qu'il y avait quand même de la place pour Brest. Podravka avait fait peut-être l'un de ses bons matchs, l'un de ses meilleurs matchs, celui qui lui permettait en Ligue des Champions de gagner ou de gêner un petit peu tout le monde sur un match sec, sauf qu'il fallait effectivement refaire la même prestation dans un environnement autre. On avait en interne essayé d'identifier le moment où Podravka lâcherait en première mi-temps et c'est clairement ce qui s'est passé. Donc voilà, Brest mérite amplement sa qualification et de fait sera notre adversaire des quarts de finale. Et on connaît désormais la composition des autres quarts de finale. Regardez plutôt, Odense tentera de faire dérailler Ferencváros, Ludwigsburg se mesurera à Győr, le CSM Bucarest défiera Esbjerg et bien sûr Brest essaiera de mettre fin à l'invincibilité messine.
en vue après ces rencontres des 19-20 avril et 26-27 avril, eh bien ce sera le Final Four, le plus gros événement de club de l'année. Et j'ai envie de vous demander de vous mouiller, messieurs, autour de la table. On va commencer par toi, Arthur. Tu vois qui, toi, au Final Four, maintenant qu'on connaît les quarts de finale? Alors on va commencer sans être chauvin, bien évidemment, par Metz Handball. Je vois Győr aussi de manière assez logique. Odense FTC, je le garde pour plus tard. Je vois Esbjerg s'imposer face au CSM. Et enfin, je pense que ce quart de finale entre le FTC et Odense, c'est peut-être le plus équilibré sur le papier. Et alors sur le papier, ce serait une surprise parce que le FTC a fini dans les 2 premiers de sa poule. Mais on sait que la poule en face était très très dense. Je vois bien Odense créer la sensation et aller au Final Four. Ah, t'as choisi un, entre guillemets, outsider, en tout cas une équipe passée par les playoffs. C'est pas un très très gros outsider. Parmi tous les quarts, donc ça va. Samuel, tu pronostiquerais quoi, toi? Je vois pas un Final Four sans Metz Handball, évidemment. Je pense que comme Ça va être dur d'entendre autre chose dans cette émission aujourd'hui. Autour de la table, je vois évidemment Győr passer aussi. Ouais. J'imagine que Odense va poser quelques petits problèmes à FTC, donc peut-être passer. Et je vois bien Esbjerg aussi aller au Final Four. On note. On viendra vous chercher avec les résultats à la fin. Et toi, Samuel, tu le sens comment? Idem, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises pour Győr. J'espère que Metz, et je pense que Metz passera, j'espère en tout cas. Et des 2 autres côtés, je rejoins mon collègue sur les pronostics. FTC Odense, c'est je pense aussi peut-être le match le plus disputé, mais je pense que FTC a les moyens et l'ambition de réussir, donc je mettrai aussi une pièce sur FTC. Et le Metz-Brest aussi, émotionnellement, forcément, on voit tous Metz Handball, c'est peut-être du 51-49 pour Metz Handball, ce quart de finale, mais on sait que les confrontations face à Brest, hors top 5 de Ligue des Champions, Brest est peut-être l'adversaire le plus difficile pour Metz Handball, puisqu'il y a une saveur particulière dans ces rencontres-là. On l'a bien vu sur le match de championnat. Certes, Chloé Valentine n'était pas là, mais il y avait Pauletta Fopa qui manquait aussi du côté de Brest. Et on a bien vu que le match s'est joué jusque dans les derniers instants. Donc, vigilance évidemment face à ce grand adversaire. On va y revenir, mon cher Arthur, puisqu'effectivement, Brest défiera à Metz, on l'a dit, ce sera une constante cette saison. Les 2 équipes sont sur le point de se rencontrer dans un match critique pour la réussite d'une autre compétition. C'est la Coupe de France. Le match aura lieu samedi à 18h à Brest. C'est la 3e fois consécutive que les 2 équipes se retrouvent à l'Arena à ce stade de la compétition. Cette semaine, Metz Handball a tenu une conférence de presse pour évoquer cette échéance. Je vous laisse écouter quelques morceaux choisis des interventions d'Emmanuel Mayonade, de Cléopâtre Darleux et de Sarah Bouktit. On en discute après. Ça va faire beaucoup de matchs face au même adversaire dans un laps de temps assez court, 3 fois à Brest sur les 4. Ça aussi, ça peut compter, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un fait aujourd'hui. Les matchs seront différents. C'est comme ça qu'il faut se l'imaginer, plus ou moins important. Je n'ai pas d'infos de plus à vous donner que ce que vous pouvez vous imaginer, sauf que personne n'a la possibilité aujourd'hui de choisir, donc commençons par gagner un premier ou essayons 2 et puis on verra par la suite. On se connaît toutes, donc moi je prends vraiment les matchs les uns après les autres. On va donner en tout cas, on va tout faire pour gagner ce match sans forcément penser à la suite parce que c'est le plus important, ce sera le jour J. Donc c'est vrai que c'est particulier de jouer autant de fois, mais après c'est comme ça, donc voilà, on prépare comme un autre match en fait. On pense d'abord à ce match-là et ensuite on verra. Déjà, il y a eu le premier match contre Brest aux arènes où c'était particulier, mais au final, c'est particulier pour tout le monde parce que c'est la confrontation qui est le plus... Enfin, c'est pas la plus importante. Tous les matchs sont importants, on le sait, mais voilà, c'est ce qui va un peu décider des titres, quoi. Donc, c'est des matchs importants pour tout le monde. Mais après, moi, de retourner à Brest, c'est plus, il y aura tout le monde que je connais, des gens que j'apprécie, donc c'est plutôt ça, surtout revoir ces personnes-là, mais après, j'essaie de le prendre comme un autre match. J'imagine pas que tous les matchs se finiront comme ça, à un but, et je l'espère pas aussi. Mais après, comme on le voit sur des matchs de Ligue des Champions, sur des confrontations où on a joué d'une semaine à l'autre la même équipe, ça ressemble jamais souvent les matchs, donc chaque match sera différent et
Et c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres et repartir pas de zéro parce que tu sais ce qui s'est passé avant, mais de construire un peu, ça se construit comme toute la saison. Que ce soit là-bas ou chez nous, je pense que c'est déjà quasiment plein les deux salles. Donc des beaux matchs. Le fait qu'il y aura forcément une équipe française au Final Four aussi. Donc c'est quelque chose de bien. J'espère que ce sera nous forcément, mais c'est quelque chose de positif pour le championnat et le handball français en général. Et ensuite, juste le fait qu'on va les jouer 4 fois en un mois. Donc ça va pas que jouer au handball, je pense, ça va aussi beaucoup jouer au mental. Ça va se jouer à comment on va réussir à travailler les matchs les uns après les autres et comment on va pouvoir évoluer en un temps très très court. Je pense que ça va dépendre des performances qu'on fait. J'espère déjà qu'on va pouvoir avoir un niveau minimum assez haut et pouvoir petit à petit augmenter notre niveau en fonction des matchs. Après, je pense que ça va être particulier. J'ai jamais joué un adversaire autant de fois en si peu de temps et en plus, surtout avec Brest, et on connaît la grosse rivalité entre Metz et Brest. Toute notre saison, que ce soit la leur ou la nôtre, va se jouer en un mois. Donc, on va voir comment on va préparer ça. Je pense que les coachs ont déjà pas mal réfléchi à tout ça, mais ça va être assez spécial. Je pense qu'il va falloir aussi réussir à changer entre la Coupe de France, ensuite la Ligue des Champions, puis le championnat. C'est des enjeux totalement différents, mais tout aussi importants. Je pense que si on perd le premier match, il va falloir vite se remobiliser pour le suivant et ainsi de suite jusqu'au dernier. Et forcément, c'est à l'équipe, je pense, qui va se relever le plus rapidement ou alors qui va se remettre le plus vite de sa victoire à la fin des matchs. Et on se souvient bien sûr de ce match aller en championnat qui avait été particulièrement âpre et qui s'est décidé dans les derniers instants par un tout dernier but. Je vais m'adresser à celui qui a la petite compétence entraîneur adjoint, Samuel. À quel match est-ce qu'on peut s'attendre désormais, puisque voilà, on a entendu Cléopâtre Darleux qui dit « je pense que tous les matchs seront différents, qu'ils ne se décideront pas à la dernière seconde ». Mais malgré tout, on sent que ces deux équipes-là, pour les départager, il faut s'accrocher. Ouais, c'est clair, c'est vraiment deux collectifs de grande qualité avec des joueuses qui ont des compétences individuelles énormes. Je pense que voilà, il y aura aussi un effet du contexte. Ce week-end, c'est l'accès à une finale de Coupe de France, donc peut-être quelque chose tout de suite qui peut être génial. Plus tard, il y aura un premier match pour se qualifier par la suite, plus tard avec un autre match au Final Four, donc ça sera peut-être un petit peu plus long en tout cas. Je pense que tous les matchs seront âpres, tous les matchs seront difficiles. Et je suis sûr que Manu, Katia et tout le staff a regardé beaucoup de fois ce premier match-là pour essayer d'analyser qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux. Mais c'est sûr que ça sera un match difficile qui va peut-être se jouer encore une fois à un but. Et on pense bien sûr à Edgar, l'analyste vidéo de Metz Handball, qui a dû découper de la vidéo, à mon avis, autour de ces rencontres-là. Justement, j'ai une question sur la prépa physique. On sait que ces matchs-là, ça donne très fort physiquement, ça se rentre dedans, pour être très, très clair. Est-ce qu'on a une approche particulière sur la prépa physique, messieurs, sur ce genre de rencontres, ou est-ce qu'on continue le travail du quotidien et on considère qu'on a des acquis suffisants ? Je pense que c'est un travail qu'on a démarré l'été dernier et puis pour certaines choses depuis des saisons et Manu et le staff et mon prédécesseur avaient déjà entamé ça. Évidemment, l'approche elle est potentiellement différente parce que les enjeux sont importants, mais je pense aussi que c'est le travail qu'on a fait toute la saison qui doit être récolté à ce moment-là sur ces matchs-là. Ce qui est sûr, c'est que sur la programmation à court terme, la semaine qui précède et les semaines qui ont précédé où on a travaillé fortement, on a une réflexion avec le staff pour réfléchir et à, entre guillemets, agencer un peu les charges et faire en sorte que, à notre échelle, on puisse faire en sorte que les joueurs soient au maximum de leurs possibilités le jour J. Maintenant, c'est quand même, je pense aussi, la culture du travail du Metz Handball depuis des années que de continuer à travailler durement jusqu'à l'échéance et en mettant de l'intensité aux entraînements, réussir à impacter cette intensité pendant les matchs également. Donc on verra bien si on a fait le bon choix, mais je pense qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour réussir à mettre les filles dans les meilleures conditions et performer le jour J, quoi. Arthur, tu m'as un peu grillé la priorité tout à l'heure, mais au match aller, il y avait des dispositifs un petit peu particuliers, les effectifs étaient un peu particuliers, pardon. Chloé Valentini jouait un peu sur une jambe, Zalia Tamlamali était tout simplement absente. Du côté brestois, il manquait Paoletta Fopa. Cette fois-ci, ce sera différent. Alors, Chloé Valentini ne sera pas là pour le match, ça c'est clair et acté. Nadine Chassel le sera en revanche. Zalia Tamlamali sera bien là, comme Paoletta Fopa a priori. Est-ce que pour toi, c'est déterminant ces petites variations d'effectifs, ou est-ce que finalement les machines sont tellement bien huilées que ça se joue pas à une joueuse près? Je pense pas que ce soit déterminant dans le sens où, comme tu le soulignes, les collectifs sont vraiment bien rodés.
c'est sûr que le retour de Pauletta Fopa va faire quand même une petite différence, mais ce sera pas vraiment le fond du problème. Oui, on a eu guillemets. quand Ariane Ondono avait fait un sacré boulot en son absence. Exactement. Tout à l'heure, j'ai fait un petit lapsus justement que Chloé Valentini jouait sur une jambe ce match-là, et elle est vite, elle est sortie au bout de 40-45 minutes en donnant tout ce qu'elle pouvait, mais forcément elle était pas à 100%. Mais il y a assez de ressources et de forces vives dans ces deux collectifs pour inventer des choses, pour mettre en place des plans tactiques. Et Chloé Valentini ne sera pas là. Donc on le sait depuis un petit moment, mais tout plan que Brest aurait pu mettre en place pour annihiler un petit peu l'apport de cette joueuse, on va devoir reconcentrer les ressources vers d'autres secteurs du jeu. On sait qu'à l'aller, en championnat, Brest avait très bien défendu sur Sarah Bouktit. On empêchait vraiment beaucoup la passe au pivot sur cette rencontre-là. Est-ce que c'est une filière qui va être renouvelée sur ce match-là? Peut-être, mais à contrario, ce match-là donne des indications aussi au staff messin pour essayer de déstabiliser cette équipe. Et ce qui va être la clé, je pense, dans cet enchaînement de matchs, tous les matchs vont être différents, et c'est pas impossible qu'on voit plusieurs plans tactiques, plusieurs évolutions, sans évidemment transfigurer l'ADN de Metz Handball. C'est pas impossible qu'on voit plusieurs stratégies pour battre Brest. C'est aussi un match de coach, selon moi. Et question effectif, ceux qui ont regardé le match mercredi soir ont entendu Guillaume Louis qui commentait le match à la Stella dire que Cléopâtre Darleux manquerait le match contre Brest et qu'elle n'était pas présente en terre parisienne. Finalement, elle est apparue sur le terrain en fin de match et elle serait bel et bien du déplacement à Brest. On n'est pas sur un petit coup de bluff là? Peut-être. Je sais pas si c'est. On aime bien aussi dans ce type de confrontation faire un peu de poker menteur. On se souvient à l'aller, on savait pas jusqu'au dernier moment si Chloé Valentini allait jouer ou non. Donc c'est sûr qu'il y a toujours une part d'intox. Et plus on met de désordre, c'est sûr que c'est pas le même travail vidéo d'observer une joueuse X, Y ou Z. Donc ça fait aussi partie du jeu et du sel de cette rivalité sportive. En tout cas, en cas de victoire des Dragons en terre brestoise, elles seraient qualifiées une nouvelle fois pour la finale de Coupe de France et ce serait historique, elles auraient l'opportunité de jouer une finale le même jour que l'équipe masculine qui est déjà qualifiée de son côté. Ce serait plutôt pas mal, on anticipe un petit peu ça. Mais on aura de nombreuses occasions de parler des duels entre Metz et Brest dans les prochaines semaines. On va abréger cette séquence pour cette fois et on va se tourner sagement vers notre deuxième mi-temps. Alors nous étions projetés sur le match de samedi, mais avant ça, il y a eu un autre match, c'était mercredi en championnat, l'enjeu toujours aussi présent, préserver l'invincibilité à l'échelle nationale pour continuer de faire la course en tête, c'est chose faite face à la Stella Saint-Maur. Arthur, c'était pas le match le plus dangereux de la saison, mais encore fallait-il aller le gagner. Encore fallait-il aller le gagner, et là dès le début de la rencontre, Metz Handball a montré son sérieux. Alors il y a quelques petites minutes qui ont entraîné un temps mort d'Emmanuel Mayonnaise, mais derrière, la machine a vite été relancée, si tant est qu'il y avait besoin de la relancer, cette machine. On sait qu'à ce moment-là de la saison, c'est pas un cadeau du tout de jouer, que ce soit Metz Handball ou Brest, pour une équipe qui a les ambitions de la Stella Saint-Maur, et on constate que sans vouloir offenser qui que ce soit, c'est pas du tout on a l'impression que c'est pas le même sport entre une équipe qui est rodée à jouer tous les 3 jours en Ligue des Champions et une équipe où parfois on n'a pas toujours du professionnalisme à 100%. Je dis bien professionnalisme dans les salaires, hein, pas forcément dans les attitudes, dans la structuration des clubs. C'est ça, parce que les joueuses s'entraînent très, très régulièrement et très dur pour être au plus haut niveau du handball français, en première division. Donc forcément un écart logique. Il me semble que c'est le plus gros écart de la saison, plus 26. Alors, j'ai pas vérifié, mais plus 26 je crois, effectivement. Donc c'est positif avant d'enchaîner, mais c'est difficile quand même de tirer de quelconques enseignements ou analyses de cette rencontre, si ce n'est que Metz Handball a été sérieux et à la hauteur de son statut.
Samuel Saraboutit, après le match, a expliqué que la période sans match, justement, avait été propice à du travail physique et qu'il avait commencé à porter un petit peu ses fruits aussi à ce moment-là pour ce match. Tu confirmes, ça a bien bossé pendant la coupure? Ouais, on a bossé fortement, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, on avait quand même plusieurs jours pour travailler, une période qu'on n'avait pas eu depuis longtemps aussi. La saison, elle est aussi parsementée de stages nationaux, enfin internationaux, ce qui nous permet par moment pas trop, de pouvoir travailler avec un effectif complet. Là, on a eu la chance de pouvoir le faire. Je pense que pour le staff technique handball, c'était hyper important de pouvoir passer du temps à préparer les gros matchs qui allaient arriver. Donc on a aussi passé du temps sur le terrain de hand, mais en parallèle de ça, on a essayé de faire en sorte de pouvoir continuer à travailler. Et c'est une belle chose que c'est porté ses fruits mercredi. Maintenant, il fallait gagner le match. Évidemment, comme tu disais, il y a peut-être des écarts qui sont réels entre les équipes, mais il faut les gagner. Et comme le dit souvent Manu, le sérieux du mercredi doit nous servir pour le week-end. Là, cette fois, on a un match coup près qui arrive très rapidement, et je trouve ça bien que les filles aient rapidement eu la capacité de se détacher, et j'espère que ça présage du bon pour ce week-end, quoi. La machine a l'air d'être plutôt bien repartie. On jette un œil au classement rapidement. Cette 18e journée, elle a été un petit peu mouvementée pour une équipe du top 3. Et spoiler, ce n'est pas pour Brest ni pour Metz. En effet, c'est Dijon qui est tombé en déplacement à Mérignac. Le calendrier n'était pas tout à fait propice pour les filles de Clément Alcacer, qui étaient en Allemagne pour disputer leur qualification au Final Four d'European League avant de traverser la carte jusqu'à Mérignac. Ça n'aide pas forcément ce genre de déplacement, mais la 3e place reste particulièrement fragile. En bas de tableau, Mérignac recolle dans la course au maintien. Attention aux divers matchs en retard bien sûr, mais ça rebat un tout petit peu les cartes. On voit que la deuxième partie de tableau est particulièrement serrée. Le prochain match des Dragons en championnat, c'est le 30 avril, autrement dit j'ai l'impression que c'est dans une éternité. Ce sera face à Mérignac, et je vous le dis tout de suite, ce sera sur Moselle TV, et on aura beaucoup de réponses à pas mal de questions d'ici là, puisqu'il y aura eu les matchs contre Brest entre-temps. Il nous reste un peu de temps, messieurs. Je propose qu'on évoque votre job, tout simplement. Préparateur physique, qu'est-ce que c'est? C'est la conférence de presse. Et pour commencer, j'ai envie de grossir le trait un petit peu fort, un peu plus fort que nécessaire peut-être, pour détricoter, notamment pour que nos spectateurs comprennent bien. Vous n'êtes pas là pour transformer les joueuses en bodybuildeuses et à soulever des gigantesques masses, on est bien d'accord? On est bien d'accord. Comment vous pouvez définir votre job dans un club de sport comme ça, la prépa physique? Comment est-ce qu'on l'aborde? Sam l'a dit un petit peu avant, il y a vraiment toute une réflexion autour de la performance de manière générale, et donc forcément que tous les efforts que les filles peuvent faire en match, à l'entraînement, déjà c'est une prise en compte dans la charge générale, et c'est plutôt à ça qu'on pense et à laquelle on est animé tous les jours. Et puis bien sûr il y a toute une partie musculation, renforcement, qui vient justement continuer à travailler sur les zones qui sont sollicitées en match, sur aussi les petits bobos et pépins qui peuvent arriver au cours d'une saison. Parce il y a un côté prévention et récupération des blessures aussi. Complètement, c'est un peu plus, il pourra peut-être un peu plus en parler puisqu'il fait un peu plus face à ça, mais... Ouais, après c'est aussi le rôle du préparateur physique est dépendant de sa place dans la structure, du coach aussi. Il faut dire ce qui est. Le premier prépa physique d'une structure, c'est l'entraîneur, comme le premier prépa mental également. À Metz, et comme on le disait déjà avec Manu, ça bosse fort sur le terrain. Le rôle du coup du préparateur physique, en tout cas sur l'équipe première, est de savoir s'adapter et de proposer des contenus qui vont être en relation avec ce que Manu va pouvoir proposer comme contenu. On échange sur les contenus handball aussi, parce que l'approche qu'on souhaite avoir encore plus avec Samuel, puisqu'on partage un peu la même vision, c'est d'essayer d'intervenir sur plusieurs aspects, la nutrition, la récupération, ce genre de choses, c'est un peu ça aussi, et la programmation de l'entraînement, la gestion des volumes d'entraînement. On bosse aussi avec des systèmes de GPS en salle qui nous permettent de savoir ce que font les joueurs sur le terrain précisément. Le hand se professionnalise comme vous le disiez, et on n'a pas encore les moyens des sports comme le foot ou le rugby, mais on prétend en tout cas à faire du mieux possible. Donc c'est clair que la vision musculation et bodybuilding, on en est très loin. Justement, comment est-ce qu'on devient préparateur physique dans un club de handball comme Metz Handball? Je sais que toi tu étais à Quimper sur le volley, sur le basket avant ça. Il n'y a pas besoin, encore une fois pour dégrossir, il n'y a pas besoin d'être spécialiste handball pour être préparateur physique handball? Avant d'être dans le volley, dans le basket, j'ai joué moi pendant 15 ans au handball, donc je suis quand même handballeur de base. J'ai pas fait une carrière internationale au préalable, mais... Et on a les images. Non, c'est faux. Il faut donner ça là. Il ne le dira pas, mais...
Le parcours aujourd'hui, il est assez classique. Souvent, c'est quand même un parcours universitaire assez long, avec un bac plus 5 pour la majorité, certains même une thèse. C'est un peu ce qu'on retrouve. C'est pas un prérequis, le métier de préparateur physique est pas légiféré. Tout le monde peut se prétendre être préparateur physique. Mais c'est vrai que dans les sports professionnels, aujourd'hui, c'est majoritairement des titulaires de Master 2 qui prétendent à ça. Et après, c'est un milieu de réseau et d'échange. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller dans le volley, dans le basket les dernières saisons. Mais c'est vrai que quand une opportunité comme le Maison de Balle arrive, on refuse pas, parce que moi qui est handballeur, c'était aussi un superbe défi. Derrière, les échanges que j'avais avec Manu m'avaient vraiment plu, et je suis ici, mais ça aurait pu être dans un autre sport, comme tu l'as dit. On n'a pas besoin d'être, en tout cas pas dans ma vision, je pense que Samuel est d'accord avec moi, spécialiste d'une activité, puisque on intervient sur différents secteurs, quoi. Toi Samuel, tu as un profil un petit peu différent encore, parce que tu interviens sur la préparation physique, mais tu es aussi entraîneur, tu as plusieurs casquettes comme ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette polyvalence justement ? Moi j'ai à peu près le même parcours que Samuel à ma droite, passé par un parcours universitaire, mais j'ai été joueur aussi, petit joueur aussi, et j'ai tout de suite entraîné dans mon club, donc l'entraînement a fait partie assez vite depuis que j'ai 16-17 ans de mon quotidien. Et donc j'ai pris des postes d'entraîneur, et donc ça s'est fait comme ça, c'est devenu très vite une passion. Et forcément, il y a eu toujours pour moi un passé d'ambivalence, de la volonté de continuer à mettre de la transmission au niveau technique sur l'aspect handball, et puis bien sûr ajouter les contenus physiques. Donc ces deux, on va dire, casquettes, elles font qu'aujourd'hui j'ai pu prétendre à être l'adjoint de Nina Canto, et en même temps d'avoir la mission de la préparation physique du centre de formation. Comment ça se passe le travail justement en commun entre vous ? Alors, j'ai fait mes devoirs, Samuel, on peut dire que tu as un podcast, vous avez fait un podcast ensemble, j'ai écouté ça assidûment, etc. J'imagine que les discussions doivent être un peu enflammées. Je sais que tu es aussi pas mal dans la transmission, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Ça doit donner lieu à pas mal d'échanges dans les bureaux des arènes, non ? Ouais, je pense que la préparation physique, c'est un domaine qui est en plein boom. La majorité des clubs aujourd'hui, on en parlait avant l'émission, se structurent, et de plus en plus de clubs en première division ont des préparateurs physiques, si ce n'est à temps plein, au moins en prestation, et sur des volumes horaires assez importants. Là, la chance qu'on a avec Samuel, c'est qu'on se voit au quotidien, même si dans nos missions on n'est pas forcément sur les mêmes fiches, et on va pas être ensemble en séance, en tout cas pas souvent. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir échanger sur plein de sujets, et c'est assez rare dans le milieu de la prépa dans nos sports, puisque souvent on est essayé un peu dans les clubs. Par exemple à Quimper, j'étais tout seul en prépa, je faisais différents clubs, donc en fait t'es tout le temps la tête dans le guidon. Là, il y a beaucoup plus de temps pour échanger, pour tester des choses. On a la chance d'avoir un bel outil de travail aussi aux arènes, donc forcément ça amène des discussions qui sont parfois animées et toujours passionnées, je pense, parce que c'est aussi un des traits de caractère qu'on peut retrouver dans la corporation des préparateurs physiques. C'est un métier de passion avant tout. Donc c'est pour moi hyper enrichissant de l'avoir à mes côtés, même si on n'est pas toujours ensemble en séance. Au moins on peut échanger avant, après, faire des feedbacks, parce qu'il faut dire ce qu'il y a aussi, le staff technique est souvent pluriel. Il va y avoir un head coach, un assistant coach, Edgar qui pour chez nous fait le rôle d'analyse vidéo, mais finalement ils parlent de handball tous ensemble. Nous aussi on va être amenés à discuter, mais des sujets très communs, on va dire, quoi. Ouais, voilà, ça permet au moins d'avoir des échanges aussi différents avec d'autres spécialistes du domaine, quoi. En termes de prépa physique, si ce n'est je pense qu'un club comme Metz Handball a plus de moyens qu'un club de bas de tableau de D1 par exemple. Si ce n'est cette différence-là, est-ce que quand on a un club de bas de tableau, on peut aussi bien travailler au niveau de la préparation physique ? Est-ce qu'on peut se le permettre, et est-ce qu'on peut amener ces joueuses à un niveau athlétique suffisant pour progresser ? C'est vrai que parfois on en discute, parce que quand on joue tous les 3 jours comme l'équipe de D1 de Metz Handball en Ligue des Champions puis en championnat, du coup les temps vraiment alloués au développement de la performance, ils sont très très rares. Ça a pu le faire par exemple sur la semaine précédente, là où il n'y avait pas de match, mais alors que quand on joue dans une équipe de bas tableau qui semblablement ne joue pas en Ligue des Champions, on a potentiellement 2 voire peut-être 3 temps qui sont vraiment dédiés au développement athlétique, et donc peut-être qu'on peut espérer qu'on ait des gains un peu plus importants, mais c'est aussi se dire qu'on a peut-être en face de nous des athlètes qui ont des potentiels aussi un petit peu moindres que dans des clubs de Ligue des Champions, où là on a vraiment des vrais athlètes professionnels et qui ont des qualités forcément athlétiques qui sont déjà très importantes. J'aurais encore pas mal de questions à vous poser, mais malheureusement, le temps nous est compté et on va devoir rendre l'antenne. Merci à vous d'avoir été présent. On va rediscuter hors caméra. Je pense qu'Arthur et moi, on a bien besoin d'un programme là. On va essayer de mettre ça en place. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain à 19h pour une nouvelle édition de Dragon Mag. D'ici là, faites du hand et puis un peu de prépa physique, ça fera pas de mal. Ciao.